Moi, tu peux... Moi, j'y vais pas beaucoup. Moi, je vais pas beaucoup au cinéma. Hein. J'y connais rien. Mais je sais que, par exemple, ce que j'aime, c'est quand il y a des jolies histoires. Parce que il y a suffisamment de trucs tristes dans la vie pour voir des choses moches au cinéma, en plus. En tout cas, c'est comme ça que je choisis les films. Quand j'y vais. Oui, bien sûr. Oui. C'est vrai que le cinéma, c'est fait aussi pour se détendre. On n'a pas envie de... Bien sûr, c'est vrai. Oui. Non, t'en penses quoi, toi, Jean-Luc? J'en pense rien du tout, ça n'a aucun intérêt. Je suis désolé, je n'ai pas pensé le cinéma par rapport à Émile. C'est-à-dire de la même manière que je prétends pas expliquer à des paysans comment on dirige une ferme. En fait, t'es vraiment un con, hein. Oh, ça va. Non mais il s'est donné un mal de chien pour te ramener le plus vite possible dans ta petite vie. T'as vu comment tu lui parles? Arrête un peu, Non mais arrête, tu dis que tu t'intéresses aux gens, mais tu t'intéresses qu'à toi, Jean-Luc. J'ai pas de leçon à recevoir de la grande bourgeoisie. Mais je t'emmerde, ton tu vas trop loin. T'es pas un bourgeois, toi, Mais peut-être. si, je suis un bourgeois. Mais moi, au moins, j'ai une conscience de ma classe. Mais J'ai une forme de arrête de parler des culpabilité qui me paysans, des pousse au moins à prolétaires, bouger un tu les peu. vois Au moins un tout petit peu à bouger. Arrêtez. Ah, il n'y a pas un moment donné. Je suis tout sur le bouc émissaire ici. Il n'y en a pas. Il y en a pas. T'avais un surmoi et que maintenant tu Fatigué. ne te Mais il n'y a sors rien plus. du tout. Il n'y en a Il en pas. reste plus que ça. Il n'y en a pas. C'est compliqué de parler avec toi. Oui, il n'y en c'est a pas compliqué. parmi vous qui peut le dire à un moment donné. Peut-être Jean-Luc a raison. Vous le dites jamais, ça. Et toi, je vais te dire une chose, t'as de la chance qu'on soit amis, parce que crois-moi une chose, ton film, si on n'était pas amis, je t'aurais dit ce que c'est ton film. Et crois-moi que le goût de la merde, tu l'aurais senti. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de bim! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. La mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir et bienvenue dans The Cinema Show. La scène de la semaine, c'était Le Redoutable de Michel Hazanavicius, film cynique sur le personnage cynique Jean-Luc Godard, fraîchement retraité depuis la semaine dernière, on pense à lui. Pour notre émission du soir, j'ai autour de moi des fans de Jean-Luc, à savoir Marie, Léa, Benoît, Simon. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Vous êtes un peu triste? Non, parce que voilà, un peu non, moi, ça va de tristesse dans cette émission de Jean-Luc Godard. Ouais. Émission Jean-Luc Godard. Il va nous manquer. Non. On débattra ensemble de deux longs métrages ce soir, Moxie de Amy Poehler et Un prince à New York de Craig Weber, et du premier épisode / film de la série Small Axe, Mangrove de Steve McQueen, donc sur Salto. Il faut parler de Salto aussi, évidemment. On recevra donc Geoffrey Coinon, réalisateur montpelliérain de Douce France, et on aura aussi une petite carte blanche sur nos pronostics de la cérémonie des Césars qui auront lieu donc vendredi prochain, dans 2 jours finalement. Au programme, donc, aussi un quiz de qualité plus. À la réalisation de cette émission, l'incroyable duo Arnaud et Claire. Et à la régie vidéo, l'inimitable Margot. J'avoue avoir volé cette introduction à Cyprien Yov. Avant les débats, commençons par une pelletée de news. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter, and here's what's making news. Au programme de ces news, un mercato entre Lozère et Mexique et la Berlinale, Biennale, récompense donc la première fiction masquée. Alors, première news mercato, c'est Alejandro González Iñárritu qui a dévoilé les premières images de son prochain film, donc 5 ans après The Revenant et 7 ans après Birdman. Le film actuellement en cours de tournage s'appelle Limbo, donc on a déjà quelques images. Il traitera du contexte politique et social du Mexique. Donc ça faisait 21 ans que Iñárritu n'avait pas tourné dans son pays natal. Et la news mercato réside dans son choix de directeur photo et ne prenant pas donc Emmanuel Lubezki, qui est habituellement son chef-op, avec qui il avait donc la paire depuis toujours. Donc là, il a pris Darius Khondji, un projet qui n'est pas sans rappeler donc le parcours de son compatriote Alfonso Cuarón, qui avait
donc fait son film mexicain Roma après Les Fils de l'Homme et Gravity. Notons qu'il avait aussi mis de côté Emmanuel Lubezki pour son film Roma. Est-ce que c'est la fin de la période dorée américaine pour ces deux réalisateurs mexicains ? Est-ce que Emmanuel Lubezki, donc considéré comme beaucoup comme l'un des meilleurs directeurs de la photo actuelle, va devenir donc personne un jour maintenant ? Tout le monde l'oublie. Terrence Malick l'a oublié pour son dernier film. Et oui, c'est un peu triste. Qu'en pensez-vous ? Moi, je comprends pas pourquoi tout le monde le met de côté. C'est un putain de directeur photo quand même. Il fait une lumière incroyable, je trouve. En général, et puis il est hyper réputé. Et c'est vrai que là, tout le monde, tous ses habitués font non, bah finalement, on va pas prendre toi, cette fois-ci. Le pauvre, il va se retrouver à la retraite sans l'avoir demandé. Sachant que du coup, Inarritu avait fait donc des films VR, donc qui est présenté au Festival de Cannes il y a 4 ans. T'as adoré en parler. Je me rappelle, il y a 4 ans, t'en parlais déjà. Je trouve ça ouf qu'on l'a pas vu. Ouais, on l'a pas vu. Évidemment, c'est le problème de la VR, mais c'est fou que des gens comme ça. S'intéresse à une nouvelle forme de diffusion, mais bon, on n'a pas forcément la possibilité de le voir facilement. T'en penses quoi, Benoît ? Moi, je trouve que la VR, ça reste quand même une des révolutions actuelles et que c'est vraiment intéressant. Je trouve que de plus en plus de cinéastes réputés commencent à s'y mettre et à explorer ce média, parce que c'est un nouveau média, clairement. Non, c'est vrai, mais bon, après, il faut avoir la possibilité de l'avoir. Deuxième news mercato, s'il n'y a pas d'autres réactions sur Inarritu. Netflix donc balance régulièrement plein de projets intéressants ou désintéressants évidemment, inintéressants plutôt. Le dernier qui m'a tapé dans l'œil, c'est l'annonce d'un film sur roulement de tambour, La Bête du Gévaudan. On en sait maintenant plus sur l'équipe qui va s'en occuper, puisque donc, La Bête française avait déjà été adaptée maintes et maintes fois en France en tout cas. Là, ce sera un film international qui s'appelle The Beast. Donc Blumhouse va produire le film. On rappelle que la société est derrière la production de Get Out, Us, Split ou Glass récemment. Donc ce sera la première collaboration entre Blumhouse et Netflix. Habituellement, c'est avec Amazon. À la réalisation, donc c'est l'américain Kurt Sutter, créateur de Sons of Anarchy, donc qui a indiqué « Amener ma sensibilité pour les histoires familiales dérangeantes dans le monde de Blumhouse semblait être quelque chose qui devait finir par arriver. Et The Beast est le projet parfait pour ce mariage et Netflix est l'endroit idéal pour cette cérémonie sanglante. » Est-ce que c'est pas un peu triste de voir que ce genre de films sont réalisés donc à l'international et pas restés dans la production française, donc comme Le Pacte des loups de Christophe Gans? Quand on voit ce que ça a donné Le Pacte des loups. Oui, tu vois, moi je suis un peu triste que ces histoires légendaires françaises soient pas donc repris par des Français et des Françaises. T'en penses quoi, Léa? C'est-à-dire qu'ils partent de loin avec un scénario comme ça, j'ai envie de dire. Après, si c'est repris par Blumhouse, ça va. Oui. Mais effectivement, Le Pacte des loups, si on se base sur cette référence-là... Vincent Cassel joue très bien. C'était un bon moment quand même. Oui, c'est un peu kitsch, effectivement. Simon, pas d'avis là-dessus? M'en bats les couilles. Pour finir, le festival, ton festival préféré, hein, la Berlinale évidemment, puisque tu connais tous les films qui ont eu l'Ours d'Or depuis 10 ans, je crois. Hein, Corps et âme, il n'y a pas si longtemps que ça. En vrai, je t'ai pris. C'est vrai ça. C'est vrai. Je t'ai voulu te faire une blague, mais en fait, tu le sais. donc la Berlinale a remis les prix vendredi dernier, en décalé par rapport à la date de février habituelle. Nos Frenchies Xavier Beauvois et Céline Sciamma sont en très bredouille, malheureusement. Le grand prix du jury revient à Rushiko Hamaguchi, réalisateur japonais pour son film Wheel of Fortune and Fantasy, donc qui fait une montée fulgurante, ce réalisateur japonais depuis 5 ans, puisqu'il avait fait Asako 1 et 2, et en tout cas il avait pas mal de trucs qui montent pas mal. Et le premier prix, donc l'Ours d'Or, revient à Bad Luck Banging on Looney Porn, et ça me donne grave envie. Ça a l'air très drôle, c'est un réalisateur roumain, donc Radu Jude. C'est l'un des premiers films de fiction à intégrer le masque dans sa diégèse, donc pourquoi pas, à voir. Attends, et t'as pas dit meilleur scénario pour Hong Sang-soo? Oui, évidemment. Bien évidemment, j'imagine que le scénario doit être vraiment incroyable. Il doit être incroyable. Exactement. Waouh. C'est marrant parce que je me posais la même question que toi en voyant le prix, et sur Twitter je scrolle comme ça et je tombe sur quelqu'un qui est archi fan et qui dit enfin un prix pour Hong Sang-soo. Non, c'est bon, je suis désolé. Oui, c'est ça, surtout le scénario. C'est assez étonnant. Mais par contre, Céline Sciamma, elle a rien eu. Écoute, voilà. Ça arrive. Non mais ça m'énerve. N'est pas le seul. Scandalisée. Ça m'énerve. Claire Maton non plus. Personne. Le film est pas ouf. C'est le problème du festival, c'est qu'on sait pas. C'est pas possible. On sait pas. Garde ta colère, on va se battre sur le premier film de la soirée, c'est Moxie d'Amy Poehler. Bande annonce. Hey Mom, what do 16-year-olds care about? When I was 16, all I cared about was smashing the patriarchy and burning it all down. Oh my God. Girls constitute a revolution. Did you hear rankings are already starting? Emma Cunningham's just gonna get ranked most bangable for the second year in a row. Kiera Pascal for Best Ass. Caitlin Price will take Best Rap.
It's so nice not to be on anyone's radar. Totally. You miss me? Seriously? We good. Oh. Can I help you? I don't know, can you? He's bothering you. He's harassing me. If you use that word, that means I have to do a bunch of stuff. You know that your school is weird, right? Ignore Mitchell. If you keep your head down, we'll move on and bother somebody else. I'm gonna keep my head up. High. Why have we all accepted it? Like no one even blinks. Me and my friends protested everything. We made a ton of mistakes, but you're glad you did it all, right? Of course. What are you gonna do? Nothing? Whoever wrote Moxie is a badass. You know what's messed up? I got sent home for wearing a tank top, meanwhile Jason is constantly shirtless. People refuse to call me by my new name. I don't like being voted best ass. It says to draw hearts and stars on your hands to show support. That's hot. All the boys here use all the help that they can get. Don't keep secrets from me. I'm actually already pregnant. It's a very funny joke. Right? I would love to know who started Moxie. And who will they go after next? This seems like a women's issue, and I'm going to stay out of it. If you're doing nothing, then you're part of the problem. Noticing someone filming right now, and I have to go to the bathroom so bad. That we are shoved aside, dismissed. Nobody does anything. Nobody listens to us. Revolution, baby. Hey, ladies first. Or can I say that? Or do you want to go first? Yeah. Yeah? Thanks. Absolutely. Moxie, dernier film Netflix sous la houlette de Amy Poehler à la réalisation. Dans une petite ville du Texas, une fille de 16 ans en rébellion contre le système, Viv Carter, découvre que sa mère était membre d'un groupe de punk proche du mouvement Riot Girl dans les années 90. Inspirée par sa mère, Viv crée alors un fanzine militant et commence une révolution féministe au sein de son lycée. Léa, qu'as-tu pensé de Moxie de Amy Poehler? Je t'ai dit que tu commençais pas, mais en fait, je te mets dans le grand bain directement. C'est génial. Eh ben écoute, en une phrase, je dirais succession facile et surtout très prévisible de situations stéréotypées. Voilà. Wow. Et en plusieurs phrases, ça donne quoi? En un mot, ça Bonne donne question. quoi? Alors, du coup, donc pour moi, c'est un film qui partait pourtant bien, parce que il véhicule un message profond et d'actualité. La condition des femmes dans la société, surtout au collège, au lycée, tout ça. Mais pour moi, il est mal exploité. Parce que ça reste un teen movie, voilà. C'est pas négatif pour moi, un teen movie, je kiffe. Non, c'est pas négatif, mais... c'est teen movie, là. Alors déjà, c'est pas forcément mes films de prédilection, mais bon, je m'ouvre à tout, alors, par contre, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on retrouve beaucoup de stéréotypes, notamment le harceleur qui est toujours forcément le canon de beauté, la fille rebelle, là ils ont mis une blague, la directrice qui protège toujours le harceleur qui après s'avère être un violeur. Voilà. Et ce que j'ai pas du tout aimé aussi, c'est qu'ils mettent l'accent, sur le fait à la fin, dans les dernières minutes, qu'il y a eu un viol en fait. On apprend qu'il y a eu un viol, et c'est la fille la plus canon, qui est élue la fille la plus canon, qui s'est faite violer. Et je comprends pas que le mouvement ne soit pas parti de là. C'est-à-dire qu'on ne reste que 2 minutes sur son viol. Après, c'est issu donc d'un livre donc, de Jennifer Mathieu. Ouais. Je pense que là, du coup, elle était obligée de rester là, dans ce canon d'adaptation, on va dire, là-dessus. Et c'est vrai que cinématographiquement, là où je te rejoins, c'est qu'il y a un problème de rythme. Et on pourrait peut-être le comprendre avant. Peut-être. Oui. Après, je pense que c'est un peu le défaut peut-être de l'adaptation et tout ça. Benoît, t'en penses quoi? Moi, je suis du même avis que Léa. Je trouve que c'est assez étrange qu'une chose aussi grave arrive dans les 10 dernières minutes et soit bouclée comme ça, hop, c'est terminé. Et puis,
En fait, c'est pas bouclé non plus, il y a quand même un gros truc et tout. Oui, il y a quand même un discours, etc. Mais je trouvais que c'était un peu... Pour vous, c'est genre le cheveu qui arrive sur la soupe. C'est un peu trop plat, En fait, j'ai l'impression qu'ils mettent ça au même niveau que... c'est ça. Que je sais pas, le moment où il crache dans la canette de quelqu'un et tout, enfin des choses, les listes des filles du lycée les plus belles, etc. Donc ils mettent ça un peu sur sur un même niveau, et moi ça me pose beaucoup de problèmes. Je pense que c'est pas du tout l'intention du film, mais c'est vrai que dans le rythme tu peux le sentir comme ça. Ouais. Effectivement, mais ça je trouve que c'est un problème de rythme. Je sens que Marie, tu grinces un peu des dents sur ces réactions. Qu'en as-tu pensé toi de Moxie ? Je sais que je vais être seule dans cette bataille et que je me lance dans quelque chose qui va être dur. Je sais, mais je sens l'esprit de Gaël qui est avec moi et ça me pousse à donner mon avis. Écoutez, moi, j'ai beaucoup aimé. Effectivement, je ne dirais pas que c'est le film le plus subtil de la vie entière, mais c'est un film qui, moi, en tant que femme, me fait du bien parce que, en fait, ça montre des choses qu'on vit au quotidien. Et effectivement, c'est un film. Donc, plein de situations sont réunies au même moment en 1h30 de film. Donc, ça peut paraître gros, ça peut paraître incroyable que tout se passe comme ça. Mais en fait, chaque situation de ce film, je l'ai vécu au lycée. Je ne sais pas dans quel lycée on est tous allés, ou c'est différent, mais moi, tout ça, je l'ai vécu. Qu'on me demande de me rhabiller parce que j'ai des bretelles, je l'ai vécu. Qu'un mec crache sur une meuf, je l'ai vécu. Tout. Qu'une meuf annonce qu'elle a été violée, je l'ai vécu. Donc, c'est quelque chose pour moi que les gens doivent voir. Et si c'est à gros traits, tant pis, ça parlera quand même aux gens. Parce qu'en fait, il y a des gens, beaucoup de gens, on ne se rend pas compte parce que nous, on s'intéresse à ça, mais il y a beaucoup de gens, ils vont voir ce film et vont se dire « Quoi ? Ça arrive, ça se passe vraiment ?» Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout au courant de ce qui peut se passer pour les femmes dans le monde en ce moment. Ça, je suis d'accord avec toi. Le film, le sujet, il est important et tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui vont peut-être voir ce film, elles vont tomber dessus sur Netflix. Et surtout, ça n'existe pas d'autres films qui racontent ça. C'est sûr que là où Moxie est assez fort, c'est que ça raconte quelque chose qui n'est pas montré de façon positive, on va dire, parce que c'est un combat qui est très positif dans le film. Et voir les personnels du lycée, le proviseur s'opposer à ça, le combat qu'il faut pour être reconnu envers les profs et tout ça, c'est des choses que même à la fac on le vit. Enfin, on pourrait avoir 1000 témoignages sur ça. Et là où je ne suis pas trop d'accord avec vous non plus, c'est sur l'histoire de cette jeune femme qui annonce qu'elle a été violée. On le voit tout au long du film qu'elle cherche à leur parler et qu'elle est dans une condition qui ne lui permet pas... Elle n'arrive pas à parler, elle ne peut pas parler parce qu'elle a un rang, une position sociale dans le lycée, qu'elle a une pression incroyable. Et la fin, en fait, moi, je trouve ça assez malin que ce soit annoncé à la fin et qu'on découvre de manière incroyable que c'est elle, alors tout le monde la prend pour la meuf la plus... elle est nommée la meuf la plus baisable dans la liste que les garçons font dans le lycée. Enfin, on sent qu'elle est en souffrance totale. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça très malin de faire ça, de le montrer comme ça et de le faire comme le climax du film, en fait, en gros. Moi aussi, et la victoire, du coup, de Moxie. Je comprends ta réaction parce que ça peut être vécu aussi comme l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où si tu commences à gratter un peu, tu te rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes derrière et que c'est pas qu'une liste et voilà. Et il y a des jeunes filles qui arriveront pas à en parler jamais, d'autres qui vont y arriver mais au bout d'un certain temps. Enfin, il faut respecter le parcours de chacun. Et j'ai trouvé que les actrices étaient superbes. Donc Adlai Robinson, on disait donc qui joue Viviane et qui sont très bien. Et 27 ans, Adlai Robinson. Et du coup, la nouvelle dans le lycée, j'ai oublié totalement son nom. Elle n'a pas noté. Non, moi j'ai pas noté. Bon j'ai que les 3 premiers rôles. J'ai Lauren Tsai qui est la meilleure amie. Je trouve qu'elle est incroyable. Et en plus, c'est un groupe vraiment où il y a une mixité qui est intersectionnelle. On parle d'homosexualité, on parle de culture, de race. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on aborde plein de choses. Et en plus. Cerise sur le gâteau, Amy Poehler, je l'aime d'un amour incommensurable cette femme et elle est un peu fantomatique dans le film. Enfin, elle est présente, mais le but c'est pas qu'elle soit mise en premier rôle. Mais en fait, c'est moi ça je la trouve très juste en tout cas. Bah oui, moi je la trouve incroyable. Elle est très juste effectivement, mais c'est assez marrant parce que du coup dans le synopsis de Netflix donc, que je lisais, ils insistent sur le fait que elle prend le relais un peu de sa mère. C'est vrai que dans le film, on reprend pas trop ça. Et le côté rébellion, on va dire, Riot Girl des années 90 et tout, on l'a pas vraiment, à part avec cette musique, donc évidemment. Oui, mais le but, c'est pas de parler d'Amy Poehler. En fait, c'est un peu comme une ombre qui est derrière. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça aurait été intéressant de voir cet héritage encore plus approfondi. J'ai l'impression que c'est pas assez approfondi. Ouais.
Moi, je suis d'accord avec toi, Marie, sur la fin du film. Après, je rejoins plutôt Léa et Benoît. Bon, j'ai dit, le sujet il est important, intéressant, ça, ok. Mais d'un point de vue cinématographique, c'est là où je trouve que ça pêche un peu. C'est que le film, pour moi, il est beaucoup trop sage. Et c'est dommage parce qu'on pouvait s'attendre à ce que, tu vois, le parcours de Moxie, et la mise en scène épouse le parcours de Moxie et devient, je sais pas, de plus en plus barré, même s'il faut tenter des choses, tout ça, parce que en fait, la mise en scène reste hyper calme, hyper simple, comme le personnage au tout début, mais il suit pas sa trajectoire, et je trouve que ça c'est dommage. C'est ce que je voulais rajouter en fait, c'est que justement esthétiquement, oui, moi déjà j'aime beaucoup les teen movies. Mais esthétiquement, quand on regarde Moxie, on a un sujet qui nous dit oui, rebellez-vous, etc. Fight the power. Et à aucun moment la mise en scène n'est aussi au service de ça. Voilà, au service de ça. Et par exemple, on a des films, sans aller dans le trash, mais on a par exemple Larry Clark avec Ken Park et Kids, surtout Kids aussi, qui parle un peu vers la fin du consentement, mais ça va pas aussi loin, et c'est un peu ça. Voilà, je trouve aussi que le film est un peu sage. Je trouve que c'est un procès un peu d'intention, parce que c'est pas du tout la même chose. Larry Clark est... C'était pour comparer. Non, mais dans le sens où, en fait, je comprends. J'ai l'impression qu'il y a deux choses qui vont pas ensemble. C'est que j'ai l'impression que Larry Clark, ou voilà, ce genre de cinéma, ça va raconter de la marginalité, là où Amy Poehler veut parler de la sororité, qu'est-ce qui nous rassemble en tant que femmes adolescentes. Enfin, ça, c'est important dans le film. Parfois, le fond doit primer sur la forme, et moi, je trouve ça bien d'avoir des films qui ont des sujets importants, et parfois ne pas faire trop au niveau de la mise en scène, ça permet de mettre en avant le sujet. Et en plus, ça parle, faut noter, de fanzine, et ça, c'est pas souvent qu'on voit ça au cinéma non plus, donc je trouvais ça assez cool. Et peut-être le baroque de la mise en scène se trouve dans le fanzine finalement. Non, parce que Florent a dit le nom de Lucie, j'avais raison. L'actrice. Alicia Pascual Peña qui joue Lucie. J'avais une bonne mémoire. C'est bien de faire mon travail. Tu voulais dire un truc, Léa? Oui, là où je te rejoins, Marie, c'est sur ce côté. J'aurais aimé, je pense, voir ce film quand j'étais au collège. Tu vois. Je pense que c'est un film vraiment qui peut possiblement s'adresser de façon très correcte à des collégiennes ou même des lycéennes en fait. Voilà, parce que comme toi, j'ai vécu des choses comme ça, j'ai vu de mes propres yeux des scènes comme ça, grotesques. Oui, ça paraît fou. Donc voilà, au final... C'est un film qui reste important finalement. Donc Moxie d'Amy Poehler, on va rester un peu dans l'ambiance du film puisqu'on va passer à la pause musicale donc en parlant de Kathleen Hanna, donc leadeuse légendaire, on va dire, voilà, pas mal, du groupe Bikini Kill, donc icône du mouvement Riot Girl. Donc il y a un morceau de Bikini Kill, donc Rebel Girl, qui est assez important dans le film. On écoute une autre de ses compositions qui s'appelle Hot Topic avec son groupe Le Tigre. You're gone on Cali streaming.
Le Tigre avec Hot Topic, vous êtes toujours dans The Cinema Show. On va passer au deuxième film de la soirée, Un prince à New York 2, bande-annonce. You must heed my words before I'm gone, my son. Now, you will be king. But the throne must pass to a male heir. Hakim, it appears you have a son. He must be found. Prepare the royal jet. We are going back to America. Oh, hell no, Your Majesty. Come on! I'm back! Say it again! Feel right in this mother... Feel good in this mother... My whole hood in this mother... I'm the king of this shop. That's funny in hell! Well. Say it again. It is so good to see you. Well, I be damn. Look who done come up in here. Hey, escuta Kinte and Ebola. Famine and Blood Diamond. Nelson Mandela and Winnie. Those hungry babies with the flies on the face. Hey, oh, that's too much. Now, you stepped over the line. Now, we won't be talking that kind of shit about the hungry babies. You're going to have to get out of my chair. Politically incorrect. So what you doing back here, Hotel Rwanda? I'm back! Say it again! Est-ce que vous avez kiffé cette bande-annonce de Un prince à New York 2 ? Elle est géniale, hein ? Parlons de film maintenant. Les bandes annonces qui font 5 minutes, faut Ouais. arrêter les plateformes là. Donc un film réalisé par Craig Beaver, donc qui prend la suite du premier volet en 88, je crois. Alors qu'il est sur le point de devenir le nouveau roi du Zamunda, le prince Hakim Joffer découvre qu'il a un fils, Lavelle, qui vit dans le Queens. Honorant la dernière volonté de son père, Hakim décide donc de retourner aux États-Unis avec son fidèle acolyte Semi. Simon, toi qui kiffes le premier film. Mais pas non, du tout. C'est une légende. C'est vraiment, comme je disais, c'est comme le Berlinale, quoi, en c'est fait. que en fait, je l'ai vu il y a très longtemps. Je l'ai même, je l'ai en DVD, mais je m'en rappelais pas du tout. J'ai dû le voir une fois, alors que Eddie Murphy, tu vois, je suis plutôt bon public. Le flic de Beverly Hills, c'est tout, ça c'est bon, ça. Mais Un prince à New York, moins. Donc là, je l'ai revu juste avant de voir le 2 et j'ai bien fait de le revoir. Parce que c'est vrai que ce deuxième épisode, il fonctionne beaucoup en miroir avec le premier. En fait, je dirais pas que c'est un remake, parce que vous avez tendance à dire, j'ai cru comprendre Benoît et Raphaël, que c'est du copier-coller avec le premier. Je trouve pas, mais c'est juste que c'est une relecture moderne avec tout ce qui s'est passé. On sent qu'il y a du MeToo qui est passé, on sent qu'on vit dans une ère politiquement correcte, woke, tu vois, des trucs comme ça. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça se prend pas la tête. J'ai trouvé qu'il y avait des guests qui étaient plutôt marrants, notamment au début du film. Puis il y a Wesley Snipes. Il n'y avait pas Wesley Snipes dans le premier, tu vois. Je pense que j'ai préféré le second. Mais j'ai préféré le second parce qu'il y a eu le premier aussi. Donc c'est ça qui est important en fait, c'est parce que il y a le premier épisode et qui rebondit beaucoup sur le premier épisode, ou même il y a un moment il y a la blague aussi sur le fait que à Hollywood il y a que des films de super-héros, des remakes ou des suites de vieux films dont on n'a pas envie. C'est un sous-texte, on comprend. Il parle vraiment de lui, quoi, voilà. le film. Mais d'ailleurs c'est marrant parce que t'as l'impression que c'est un film pour les fans, alors que les fans de Un prince à New York 2, enfin 1 pardon, il y en a pas énormément, je pense. C'est un film culte quand même, surtout aux États-Unis. Mais du coup c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est fait pour les gens comme nous qui ont vu le premier juste avant pour se rappeler, parce que le truc avec la femme qui est en chien, qui fait le chien depuis 30 ans, voilà, il y a plein d'éléments en fait. C'est regardez l'écart. James Earl Jones c'est toujours en vie. Vous êtes choqués ou pas, tu vois, enfin il y a plein de trucs comme ça. Non, et puis après j'aime bien les facéties d'Eddie Murphy et d'Arsenio Hall à jouer tous les rôles, des trucs comme ça. Bon, ça c'est marrant, ça me fait toujours rire. Après la réalisation, vraiment elle est pas ouf. Craig Brewer, en fait c'était plus intéressant ce qu'il faisait dans Dolomite Is My Name, son précédent film qui était déjà avec Eddie Murphy et Wesley Snipes, où là c'était beaucoup mieux. Et puis voilà, du coup la lumière un peu dégueulasse, surtout certaines scènes au Zamunda là, dans le hall de l'entrée du château, c'est ouh là. Le problème de ce titre là, et du coup
comme c'est la suite du premier qui se passe en majeure partie aux États-Unis, c'est que là, c'est plutôt aux Zamunda la majeure partie. Ouais, mais du tu vois, ça c'est plutôt surprenant. Moi, je m'y attendais pas. Oui. Et alors ça m'a un peu frustré parce que j'aimais bien voir le côté aller aux États-Unis, mais là du coup c'est les Américains qui, parce que dans le premier en fait c'est un peu des pecnos finalement parce que ils sont pas dans les codes des États-Unis, les gens du Zamunda, et là cette fois c'est l'inverse, c'est les Américains où c'est des gros lourds. Et d'ailleurs à ce propos il y a toute la famille du coup du personnage du fils de Eddie Murphy qui se pointe aux États-Unis, et Leslie Jones et Tracy Morgan par exemple qui jouent ces rôles. Et ça se sent aussi que ça a été un peu charcuté, j'ai l'impression, au montage, parce qu'il y a beaucoup de relations qu'ils essayent de créer entre d'autres personnages. Là, donc Tracy Morgan avec Semi, Leslie Jones avec la nouvelle femme, la femme d'Eddie Murphy. Et tu sens qu'en fait, là, ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Beaucoup de cheveux sur notre soupe du soir. Ouais, non, mais il n'y a pas eu trop de préparation, tout ça. On sent qu'on dirait qu'il y a des scènes qui ont été enlevées, et du coup, il y a plein de scènes de comédie qui ne fonctionnent pas forcément. Marie, est-ce que tu as pensé que c'était en dessous du premier aussi ? Non, moi je trouve que c'est au-dessus, j'ai dit. Donc ne dis pas aussi. J'avoue, j'ai vraiment dit l'inverse. Il a dit qu'il préférait le 2. Pardon, j'ai pas compris parce que j'ai pas du tout écouté ce que tu... Pardon. Ouais. Non, mais tes arguments là. Bon, alors moi j'ai vu le 1 juste avant de voir le 2 parce que je n'avais jamais vu Un prince à New York, et pourtant je savais que c'était assez culte. Et j'avais, ça va, apprécié le premier, sans plus, et le 2 un peu moins pour le coup. Parce que pour plusieurs déceptions, en fait, j'ai pas vraiment d'attente, mais j'ai quand même été déçue en fait. Ça c'est un problème. Déjà, un truc on va rappeler, c'est que tu es fan de Maid Hondo, qui double habituellement Eddie Murphy. Et... Je suis pas autoproclamé fan de Maid Hondo, mais c'est vrai que du coup... on en a parlé. Ça doit être dur de voir en VF maintenant. En fait, c'est surtout que j'ai vu, étant gamine, j'ai vu énormément de films d'Eddie Murphy parce que c'était l'acteur de tous les enfants quand nous on était petits. Enfin voilà, il y a eu les Shrek et les Dr Dolittle et compagnie. Et forcément, on est attaché à ça. Et c'est vrai que maintenant qu'il est plus là et que sa voix a été remplacée, c'est déjà, ça me fait sortir un peu du film. Et c'est tout con, hein, mais c'est une voix très très marquante du cinéma. Mais t'avais qu'à pas regarder en VF. Ouais, mais je me suis dit, on a vu le 1 en VF justement pour ça, on va voir le 2, tu vois. Et bon. Et j'aime pas la voix d'Eddie Murphy, sa vraie voix, du coup. Et sa vraie voix, tu veux dire par là ? Ouais, sa vraie voix, ouais. Bah, sa voix, quoi. Ah, voilà. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai été gênée par ce côté. C'est un film qui a une bonne intention, mais qui est raté. Et j'ai été gênée de, justement, on sent, comme tu disais Simon, la vague MeToo qui est passée par là, et que du coup le film se veut progressiste, parler des femmes, du fait qu'on mette toujours les hommes au centre et que les femmes ont aussi le droit à cette place-là de leaduse, de reine, tout ça. Mais le film parle pas du tout de sa fille qui est censée être reine. Mais tout est axé sur le fils, on n'en a rien à branler de ce mec, c'est un nulos. Effectivement, c'est un nulos. Il sait on rien dirait faire. Que tu vois, il y avait un film de 3 heures derrière, où il y avait plein de scènes en plus et tout, c'était un Paul Thomas Anderson en fait. C'est un film qui se veut proposer une idée progressiste. Notre propos, c'est la femme a le droit d'être l'égale de l'homme, mais c'est un film sur des hommes. Donc en fait, la femme n'est jamais au centre du film et on la voit à la fin, elle est devenue reine, super. Et revenons à Eddie Murphy et son fils dont on en a rien à branler en fait finalement. C'est un problème pour moi en fait de tenir des propos et de pas être en accord avec les propos. T'as l'impression que c'est fait exprès et que c'est juste pour passer pour sortir et d'être bien vu maintenant. On doit faire ça, mais on s'en fout en fait. Évidemment. Et pourtant, Dieu sait que j'aime Eddie Murphy. Comme Simon, j'aime beaucoup le fait qu'avec son pote, j'ai oublié son nom, Arsenio qui joue plusieurs rôles, je trouve ça très très drôle. Et aussi j'ai été déçue du fait qu'il soit pas tant que ça à New York aussi effectivement, mais en fait tu peux pas te dire progressiste et ne pas le montrer, ça c'est pas possible. Et en plus très déçue aussi parce que dans le 1 le client du coiffeur c'est Cuba Gooding Jr. et ben on voit pas Cuba Gooding Jr. dans le 2. Je pensais qu'ils allaient le remettre. Ils auraient pu le mettre, mais un petit caméo comme ça. Voilà, je suis déçue. Déception Léa, déception ou pas? Grosse déception, décidément les films. T'en attendais ou pas? Enfin, c'est quoi ta relation avec le premier? Il y en a pas. Ah bah c'est parfait alors. Il y en a pas. Non, donc moi je me suis directement mise au 2. Et comment t'as appréhendé ça? Alors, j'ai vu la bande-annonce avant de regarder le film. Et comme tu disais tout à l'heure, Marie, les bandes-annonces de 5 minutes, voilà. Tu vois le film. J'ai regardé 30 secondes en fait de la bande-annonce, je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup, j'allais rebondir du coup sur ce que tu as énoncé, Marie, le fait que ça soulève une question très importante, donc notamment la place de la femme dans un environnement princier, quoi.
Et en fait, elle est tournée complètement de façon humoristique, on n'en parle pas vraiment, et c'est un enchevêtrement, encore une fois, de stéréotypes liés à l'homme, toujours auto-centré sur l'homme, quoi. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film ? Je peux pas parler parce que j'ai pas vu le premier. Donc, Tu peux parler. Mais je pense qu'en soi, c'est du réchauffé, ça reste du réchauffé en fait. Ah oui. Ça me fait penser à un parallèle, bon, même si c'est une comédie américaine, à un parallèle Brise de Nice. Vous savez, le Brise de Nice 1 était génial. Oui. C'est un classique de comédie française. Pour moi, le 3 aussi, mais... Pardon. Le 3, ouais, parce que le 2, il l'a cassé, ouais. Mais le 3... le 3 c'est vrai qu'on parle du... Ouais. J'avais l'impression... Moi aussi, j'avais bien aimé. Non, en vrai, moi aussi, j'avais bien aimé. Mais c'est vrai que... Mince. Mais il y a des trucs qui passent ou qui passent moins. Hein. Mais c'est vrai qu'honnêtement, on comprend, c'est un plaisir coupable. J'ai l'impression que le 3, c'était pour faire de la thune, quoi, les gars. Non, Je pense, oui, on peut se dire. Pour le coup, c'est qu'un Prince à New York 2, c'est clairement ça. C'est pour surfer sur la mode vintage. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup aussi parce que Eddie Murphy, dernièrement, il veut un peu boucler toutes ces sagas, revenir à ce qui a fait son succès, tout ça. Donc, je veux pense revenir que sur c'est le devant de la beaucoup scène. sur ça. Ouais. Comme James... moi, j'aurais bien aimé qu'à l'histoire, c'est James Earl Jones, avant sa mort, il décide tous les films que j'ai fait dans ma vie, il faut que je les boucle. Et parce que bon, il a une fin dans ce film qui est assez importante, donc c'est génial. Qu'en as-tu pensé, toi, Benoît ? Moi, je rejoins totalement l'avis de Simon. Pour voir le 2, du coup, j'ai découvert le premier. Et en fait, je trouve qu'ils sont extrêmement liés à tel point que j'avais l'impression de regarder le même film, quoi, et qu'il y avait eu juste quelques années plus tard. Et voilà. Après, déçu, comme je m'attendais à rien, il n'y a pas vraiment de déception, mais... Ça peut arriver, je te le dis. Oui, ça peut arriver. Mais justement, oui, ce que j'avais beaucoup aimé dans le premier, c'est le fait d'aller à New York et de montrer deux cultures qui se confrontent. Par exemple, la parodie de McDonald's, où on voit en train de lire... on le voit en train de lire McDonald's. Enfin, voilà, c'est vraiment pas pareil, hein, McDowell et McDonald's. Attention. C'est absolument pas pareil. C'est pas pareil. Voilà, donc moi, c'est ça qui... au fond de la glace, ok. C'est ça que j'avais beaucoup aimé. Tu vois, pour le coup, pour réagir là-dessus, j'ai l'impression que dans le premier, c'est des vannes, et dans le deuxième, c'est des références. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, du coup, c'est pas la même chose. Donc le deuxième film n'est pas drôle, en fait. Il est juste référencé. En fait, si je peux me permettre, j'ai l'impression qu'ils ont mis le paquet sur tout ce qui est effets spéciaux, décors, etc. Même les chorégraphies en musique. Les scènes de danse, oui. C'est ça, les chorégraphies en musique. C'est ça, en fait. Ils essayent de combler, en fait, comme ils peuvent, parce qu'il y a tellement pas de mise en scène et le scénario est tellement prévisible et... Il n'y a rien à raconter. Ça t'a fait rire, Léa ? Alors, du début à la fin, je n'ai pas rigolé une seule fois. Et le pire, c'est que j'ai fini avant. J'ai même pas fini le film. Ah ouais, mais c'est parce que ça fonctionne vraiment en miroir. La blague du chien, par exemple, de la femme qui imite un chien, tu ne peux pas la comprendre, tu peux même pas rire. Parce qu'en fait, elle est drôle parce que tu dis, pendant 3 ans, même celle du McDowell, en fait, tu peux pas le comprendre. Non, pas, ouais, c'est vrai. Par contre, je trouvais ça incroyable qu'ils aient réuni tout le casting. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça fou. Pas la mère, je crois. C'est vrai. Il n'y a pas la mère d'Eddie Murphy. Oui. À part ça, voilà. Qui veut finir sur ce film qu'on a moyennement aimé, même Marie, elle a rien dit, je crois. Si, t'as dit quelque chose. Après toi. Ah oui, c'est vrai. Super, Simon, merci. Super. Rien de plus à dire, à part que c'est pas un film utile. Exactement. C'est un des plus gros succès c'est le problème. C'est le gros succès d'Amazon, je crois. Je conclurai même en disant que c'est un scénario qui tient sur un post-it. On est méchant. C'est marrant parce que pour finir et donner mon avis là-dessus, c'est que je pensais que le film allait raconter la quête, et même le scénario, le synopsis raconte un peu ça, c'est qu'on a l'impression que ça va être la quête de chercher son enfant et tout, mais pas du tout. Donc, mais d'ailleurs, l'enfant sort totalement de nulle part en fait. Du 1, c'est une petite parenthèse. C'est des missions bizarres. Florent a une petite blague quand même pour finir. J'adore les blagues de Ils ont Florent. mis le paquet sur la scène de la circoncision. Oh là là, pas mal, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vannes sur le fait qu'Eddie Murphy a un très très gros pénis. D'accord. On va penser au troisième film de la soirée. Si, parce que tu sais, à un moment il y a circoncision, ils sortent un énorme anneau. Oui, voilà. Je sais pas pourquoi je suis revenu sur cette vanne. Ouais, c'est pas la peine. Troisième film ou épisode de la soirée, Mangrove de Steve McQueen. Bonne annonce. These are new types of human beings.
They are not demoralized or defeated persons. They are leaders, but are rooted deep among those they lead. We mustn't be victims, but protagonists of our stories. Don't you think it's time things were different? As individuals, we have an impossible battle. As a collective, we stand a chance. La bande-annonce de la série Small Axe. Nous, on va parler de Mangrove, donc la série de Steve McQueen. Il s'agit du premier épisode là. Cet épisode est centré sur les Mangrove 9. Donc 9 activistes noirs britanniques sont jugés pour incitation à l'émeute suite à la manifestation du 9 août 1970 contre le ciblage raciste de la police de Notting Hill à l'encontre du restaurant Le Mangrove. Benoît, tu as vu cet épisode série, premier épisode. T'as pas vu le reste de la série, on est d'accord? Non, j'ai vu que le premier épisode. Et qu'en as-tu pensé? C'est le film que j'ai préféré des trois. Par rapport aux autres, non. Des trois. Ah, de ce soir, oui. Oui, de ce soir. Parce que j'allais dire, t'as pas vu les 4 autres films de Steve McQueen, non? Non, mais oui, du coup, j'ai bien aimé ce film où je trouve que c'est quand même très important, voilà, de revenir sur ce genre d'affaires. Après, je dirais que c'est un peu le défaut des films, voilà, qui reviennent sur des procès, etc. C'est qu'on a tendance à trouver le résumé Wikipédia de l'affaire plus intéressant des fois que les films. Mais là, justement, j'ai trouvé qu'il y avait une mise en scène assez intéressante. Et il y a notamment 2 plans, voilà, qui m'ont vraiment marqué. C'est qu'à un moment, après une première descente de la police dans le fameux restaurant Mangrove, il y a ce plan avec la caméra qui est rasante au sol, et on voit pendant quelques secondes une passoire en train de tourner et qui est vraiment en l'air mais qui ne tombe pas. Et en fait, pour moi, presque tout le film et sur cette passoire, sur ce... Ça peut paraître idiot, mais le plan est quand même assez long pour juste une passoire sur le sol qui bouge. Et pour moi, voilà, toute la tension du film, tout ce qui se joue entre la police anglaise et la communauté noire anglaise qui veut, voilà, essayer d'avoir son lieu et de pouvoir parler, discuter sans être constamment harcelé par la police. Pour moi, voilà, tout est dans ce plan de passoire. C'est un hors-champ surtout. Enfin, on imagine ce qui se passe ailleurs. Et le deuxième plan, rapidement. Un deuxième plan avec une passe. Non, c'est un moment il y a un plan justement que c'est, je pense, le seul d'ailleurs. C'est dans la salle de procès. La caméra est penchée et on peut voir un discours d'un des accusés et il lève le bras et on peut voir au-dessus le public avec l'horloge. Et je trouve vraiment que voilà, c'est ce genre de choses, de plans, d'idées de mise en scène qui font vraiment l'intérêt pour moi. Et pour ma part, j'ai découvert totalement cette histoire que je ne connaissais pas du tout. Et moi, j'aime toujours qu'on m'apporte de nouvelles connaissances, surtout sur des sujets aussi intéressant. C'est sûr que c'est un film, un épisode qui fait très tableau, liberté dans le peuple, un peu, il y a un peu ce côté-là. Marie, toi, qu'en as-tu pensé? Je sais que tu apprécies particulièrement la partie procès. Oui, moi j'aime bien le film de procès. Mais globalement, je pense que c'est un film important, en priorité parce qu'il revient sur une affaire qu'on ne connaît pas tous forcément et qui mérite d'être connue parce que les protagonistes de cette affaire, les Mangrove 9, n'ont pas eu beaucoup de reconnaissance après tout ce qui s'est passé. Critchlow, le gérant du restaurant, il a eu je ne sais pas combien de procès après ça. Il a toujours été emmerdé par la police pendant 18 ans. Il a dû fermer son restaurant. Il n'a jamais eu d'excuses de la police. Même aujourd'hui encore, on n'en parle pas. Ils n'ont jamais été reconnus pour ça, on ne s'est jamais excusé auprès d'eux, et du coup c'est un film qui fait voir cette histoire-là et qui le montre aux yeux de tous, qui fait connaître aux yeux de tous le fait qu'il y ait des injustices totales dans ce monde. Mais ça on le savait déjà, qu'il y a des injustices, mais bon, là c'est une injustice particulière, et c'est des sujets qui méritent qu'on en fasse des films et qui méritent d'être racontés au monde.
Et pour ça, après, Steve McQueen nous a déjà habitués à faire des films engagés, politisés, sociaux. Oui, son film le plus connu, c'est 12 Years the Slave, qui était incroyable aussi. Et il le fait très très bien, tant au niveau narration qu'au niveau mise en scène. Je trouve que c'est un très bon réalisateur qui fait des plans magnifiques et la lumière aussi, elle est assez incroyable. Mais effectivement, mon bémol, c'est que on entre très très vite dans l'histoire sans qu'on nous ait mis beaucoup de contexte sur les personnages et sur ce qui se passe dans Notting Hill. Et on n'apprend pas trop à s'attacher, je trouve, aux personnages au début. Et du coup, jusqu'à la partie procès, je me demandais ce qu'on foutait là, en fait. Je ne savais pas ce qui se passait dans le film, je ne comprenais pas trop où le film voulait en venir. Et on arrive au procès, et là, vraiment, je suis rentrée dedans à fond parce que j'ai trouvé la partie procès extrêmement intéressante, très bien rythmée, dynamique. Et en fait, c'était jouissif de les voir se défendre et de les voir montrer les incohérences de ce procès. Et pour moi, la partie procès était vraiment excellente. Mais la première partie du film, je suis un peu restée en dehors. C'est vrai que c'est une partie très cinématographique, le procès. Et en plus, il y a un moment, bon, sans dire vraiment ce qui se passe, mais il y a un moment où c'est limite du cadrage, en fait. Il y a un discours de cadrage sur... voilà, c'est pas possible que ce soit passé comme ça. Voilà. Qui est apparu c'est un plan qui est apparu avant. On se demande d'ailleurs... Quand on le voit à l'écran, on se demande tiens, c'est bizarre ce plan. C'est un peu bizarre. Et en fait, ça revient plus tard. Et c'est vrai que c'est assez important, et même dans sa mise en scène, du coup, je pense que moi aussi, c'est comme ça que je l'ai saisi. C'est pour ça que j'ai, comme toi, Marie, plus apprécié cette seconde partie. Le film fait 2 heures, donc la première partie, c'est vrai que 1 heure un peu banque ballante, c'est dommage. Et qui est très bien quand même, mais c'est juste très bien, mais c'est vrai que en dehors. J'ai eu un peu le même avis que toi. Léa, qu'en as-tu pensé toi de Mangrove? Alors j'ai aimé ce film tout d'abord. J'ai beaucoup aimé la teinte et les couleurs de l'épisode, et j'allais rebondir justement sur ce que tu as dit, Benoît. Le plan avec la passoire, les plans fixes et très longs, ça rajoute quelque chose, je trouve. Après, moi, je te rejoins, Marie, sur le fait que j'adore les plaidoiries, j'adore les procès. Notamment, je pense que vous l'avez vu, le procès de O.J. Simpson sur Netflix. Non. Moi, je l'ai étudié. rattrapé. Étudié, mais pas vu. Voilà. Avec Cuba Gooding Jr. Oui, absolument. Voilà. On y revient. Donc, en plus, là, c'est pour ça que je fais le parallèle, cette ambiance un peu communautaire. Voilà. Et du coup, cette communauté soudée, du coup, qui forme une unicité, j'ai trouvé ça très émouvant. Par contre, seul petit bémol, c'est au niveau de la retranscription des faits, qui est un peu trop classique à mon goût, dans le sens où il y a beaucoup de répétitions de situations, notamment les descentes de police qui se ressemblent toutes. Mais c'est pour montrer comme quoi, c'était répétitif à mort. Ouais. Tu vois, il y avait même plus dans la réalité. Donc, Ouais, ils auraient pas pu le montrer autrement au final. Donc, ils auraient pu le montrer plus, on va dire, comme Catherine Bigelow dans Detroit, donc qui est vraiment très 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 violent et très... sur une soirée, c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est ça. Et là, vraiment, on a une angoisse totale. Là, il n'y a pas d'angoisse dans ce film parce qu'on sait que la deuxième partie est importante. Mais le problème de la première partie, je trouve, c'est qu'à un moment, on s'attend trop à ce qui, même si on s'est basé sur des faits réels, on s'entend trop à ce qu'il se passe vraiment quelque chose comme un meurtre ou un truc comme ça. Par exemple, il y a un plan où on a de la musique, il tient un truc dans les mains et paf, on est coupé, ça passe sur autre chose. Donc après, moi j'ai plutôt bien apprécié quand même la première partie. Je trouve que pour la deuxième partie, il y a quand même quelques petites longueurs sur le procès, mais ça traduit quand même que ça a été un procès qui a été très très long. Et voilà. Très bien, Simon, toi tu as vu tout. Qu'en as-tu pensé déjà de Mangrove surtout? En fait, je vais en parler en global parce que c'est intéressant parce que tous les films se font écho. J'ai vu les 5 films de la collection Small Axe de Steve McQueen et je suis pas d'accord avec toi, Raph, contrairement à la tension, parce que pendant tout le film, je trouve, dans Mangrove, mais aussi dans les 4 autres films, t'as une espèce de tension assez sourde. Tu te dis, mais à un moment, il peut y avoir une merde qui va se passer, tu vois. Genre, il peut avoir un flic qui va être sur un fil. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. La mise en scène de Steve McQueen, elle est différente à chaque film, mais il y a des choses qui reviennent souvent. Des plans qui nous en font penser à d'autres qu'on a vus dans les autres films. Je trouve que c'est super intéressant. D'habitude, ces films-là, c'est sur les... on va dire, on a plus tendance à voir des films sur la communauté afro-américaine. Et là, de voir les Antillais en Angleterre, c'est
j'en avais jamais vu. Et donc c'est hyper intéressant, comme tu disais Benoît. Puis ça foisonne de détails, c'est bourré de bonne musique, ça chante, ça danse, ça mange. C'est hyper vivant en fait comme film. Le casting pour chaque épisode fonctionne très bien, notamment en prenant des acteurs méconnus, parce que vraiment on met en avant leurs personnages. Et les 5 films fonctionne par l'exemple, et donc chaque film a une figure en fait qui a existé, ou en tout cas il y a un background qui fait que ça a existé, et je trouve hyper intéressant aussi de parler de cette petite histoire avec en toile de fond la grande histoire. C'était un peu comme ce que je disais pour En Thérapie. J'aime beaucoup les films et les séries qui prennent en toile de fond un grand événement, et du coup ça fonctionne super bien. Et puis on l'entend dans la bande-annonce, la musique qu'il y a, c'est celui du 2e épisode, Lovers Rock, et c'est une scène absolument magistrale. Moi le 2e épisode, c'est celui que j'ai le moins apprécié. Il est un peu plus conceptuel, on va dire, mais il y a une scène où tout le monde se met à chanter comme ça, c'est un temps suspendu, c'est magnifique. Vraiment, je vous recommande de poursuivre, en tout cas sur Small Axe. Tu nous donnes envie de continuer. Je voulais juste rajouter qu'il y a beaucoup aussi de plans rapprochés, de plans épaules, ou même pas forcément de gros plans, mais plus des plans épaules. Et du coup, je trouve que ça apporte quelque chose d'autre au niveau de l'identification. C'est plus simple pour nous, spectateurs, de s'identifier à eux, en fait, vu qu'on est au plus près d'eux. Voilà. Très bien, c'est beau. C'est beau tout ça. Note. On va revenir sur nos tops de la semaine. On passe au top tout de suite. Petit tour de table rapide. Simon, quel film tu recommandes cette semaine? Small Axe et du coup Mangrove. Small Axe. Moxie. Oui. Small Axe, Mangrove. Enfin, Small Axe, Mangrove également. Donc c'est le film qu'on recommande le plus cette semaine. Désolée. Moi c'est Red, White and Blue que je préfère, avec John Boyega. Très bien. En tout cas, ça donne envie de continuer. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. Maintenant que le top est passé, devenons sérieux. Devenons sérieux puisqu'on va parler César. 2020. Jamais depuis sa création, le cinéma n'aura été plongé dans une telle obscurité. Pas l'obscurité réconfortante, dépaysante, exaltante des salles de cinéma, pas cette obscurité qu'on aime tant parce qu'elle nous sort de nos vies, de nous-mêmes et nous rassemble, mais l'obscurité d'une lumière éteinte, d'une porte close, d'un rendez-vous manqué. Il y a eu les choses qu'on dit, les choses qu'on fait et toutes celles qu'on ne peut plus faire. Le temps d'une éclaircie dans les Cévennes, on s'est réjoui de dire adieu aux cons, et pour autant, on a tous hâte d'effacer l'historique de 2020 et de retrouver notre ADN. Je ne sais pas si le cinéma vous a manqué, mais vous nous avez manqué terriblement, douloureusement, éperdument. La 46e cérémonie des Césars sera l'occasion de célébrer un cinéma durement touché, mais debout, vivant et impatient. Alors oui, on sera peut-être un peu moins léger, on rira peut-être un peu moins que d'habitude, mais on sera là, ensemble. Oh, j'ai pété en marchant comme un cheval. C'est pas respectueux. Non, c'est un détail, ça t'humanise, je trouve ça... j'ai pas envie d'être humaine. La 46e cérémonie des Césars, c'est le vendredi 12 mars. Merci Marina Foïs pour cette superbe présentation. Donc vendredi 12 mars, donc c'est les Césars. Président Roche disait, Marina Foïs présentation, sketch de Laurent Lafitte, Blanche Gardin. Plus de César du public malheureusement, César d'honneur pour le Splendide. Pour l'ensemble de leur carrière, le Splendide. Donc on va faire nos pronostics ensemble, donc des prochains lauréats. Je vais faire la liste des catégories rapidement et vous allez me dire ce que vous en pensez et ce que vous pensez être les lauréats. Chez vous pouvez le faire aussi sur nos pronostics qui sont disponibles sur Facebook, sur notre page Facebook. Alors par exemple, meilleur film, qu'est-ce que tu dis Benoît? Adieu les cons. Adieu les cons, Marie? Pareil, adieu les cons. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Je suis d'accord avec Léa. Ouais, moi aussi je dirais ça. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Ça se joue entre les deux, je trouve. Meilleure réalisation, je pense que ça va jouer entre les deux, t'as raison, mais bon. Dupontel. Dupontel, ah oui. François Ozon. Ozon, ok. Mouret. Mouret. Moi j'ai carrément. oublié.
J'ai le pif, c'est le pif. Normalement, il peut pas y avoir. Ouais, il peut pas y avoir les deux. Meilleur film et meilleur il peut pas avoir les deux, mais bon, moi j'ai misé sur My Wen parce qu'elle a gagné le Globe de Cristal ou je sais plus quoi de la meilleure réalisation. Alors moi j'ai pas misé sur My Wen parce que c'est une femme. Ça compte ou pas? Ouais, mais elle a gagné le premier film a été vu par personne. Mais c'est ça, même pas les femmes. C'est ça. Ça compte du coup. Exactement. On passe aux comédiens et comédiennes. Meilleure actrice, vous pensez que c'est qui va l'avoir? J'aimerais bien Laure Calamy. Pour vous dire. Ouais, tout le monde aimerait bien Laure Calamy, mais c'est sûr qu'elle l'aura pas. On va pas se mentir, c'est sûr qu'elle l'aura pas. C'est Virginie Fira qui va l'avoir. Voilà. Léa? Moi j'aurais dit Virginie Fira. Moi j'ai mis Martine Chevalier. J'ai mis aussi Martine. T'as mis pareil que moi en fait. Martine Chevalier, meilleur acteur, vous dites quoi, Benoît par exemple? Tu dis quoi? Nils Schneider. Ok. Je sais plus qui y a dans la liste, je sais plus ce que j'ai mis. Alors il y a Samy Bouagila, Jonathan Cohen, Albert Dupontel, Nils Schneider et Lambert Wilson. Ah, Lambert Wilson, j'ai mis Lambert Wilson. Ok. Léa? Schneider. Ouais, moi aussi j'ai mis. Il joue Charles de Gaulle. Moi j'ai mis Samy Bouagila parce que. Bon, ça, lui il a eu. Il a eu aussi. Je pense qu'il va l'avoir. Au Globe de Cristal ou je sais plus quoi. Je sais plus c'est quoi ça. Meilleur second rôle pour les actrices. Vous avez mis qui? Sachant qu'il y a pas mal de films où elles sont plusieurs, genre La Bonne Épouse, il y a Noémie Lvovsky et Yolande Moreau. Moi j'ai mis Émilie Dequesne. Parce que je trouve que sa séquence est exceptionnelle. Oui, dans les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Moi j'ai mis Valéria Bruni-Tedeschi. J'y crois pas. Hein. Ouais, moi j'ai le pif, je vous le dis, je le sens. Je rejoins Benoît sur Émilie Duquesne, non, c'est ça? Oui, Émilie Duquesne. Moi je continue à jouer sur la carte ADN de My Wen avec Fanny Ardant. Moi aussi j'ai mis Émilie Duquesne. Alors, meilleur espoir, les deux meilleurs espoirs. T'as pas fait second rôle masculin? Ouais, ils sont. Non, totalement. Vincent Macaigne. Meilleur second rôle masculin, ouais, vous dites qui? Vincent Macaigne. Vincent Macaigne? Je sais plus, je vous avoue. Édouard Baird, Louis Garrel, Benjamin Laverne, Vincent Macaigne ou Nicolas Marié pour Adieu les cons. Je sais plus, je crois que j'ai mis. Attends, c'est compliqué. Je peux voir en plus. Je peux voir. Moi c'est fou parce que comme j'ai la ligne mais pas le nom, c'est un peu compliqué. T'as mis Louis Garrel, Marie. Voilà. Ouais, c'est un peu osé, Après, quel film déjà? ADN. Moi j'ai mis Benjamin Laverne parce que j'aime bien. Léa? Aucune idée. Après, meilleur espoir, ça va être compliqué. Mignonne, moi je dirais. Ah, moi aussi j'ai mis ça. Ah non, si j'ai mis ça, je crois. Pour Mignonne. L'actrice de Mignonne? Oui, moi aussi. Je sais pas. Et meilleur espoir masculin parce que ça semble un peu. L'acteur de Miss, moi j'ai mis ça. Moi j'ai mis Félix Lefebvre. Ah non, oui, c'est vrai, moi aussi. J'ai été 85. Ouais, je pense aussi. Je mettrais Benjamin Voisin, mais dans un autre film en fait. Parce que le problème, c'est que des prix Lumière, par exemple, ils ont mis les deux. Peut-être qu'ils feront ça aussi, hein. Mais bon. C'est possible. Meilleur scénario original, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a Adieu les cons, il y a Antoinette dans les Cévennes, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Je sens bien Antoinette dans les Cévennes. Moi aussi j'ai mis ça. Mais j'ai pas mis ça. Mais il est pas original en fait, parce que c'est basé sur un récit de Stevenson, donc en meilleur scénario original, je trouve ça totalement idiot. Mais non. C'est un peu. Parce que Stevenson, c'est leur Calamy avec un âne, c'est super original. Non, mais c'est quand même sur son récit. Oui, mais bon, c'est pas si original. Pour moi, c'est pas pareil. Moi, je mettrais Mouret pour les dialogues. Moi j'ai mis aussi Mouret. Et sinon pour meilleur, alors je vais pas faire meilleure photographie, meilleur décor, tout ça parce que je les déteste. Les techniciens, mais par contre, scénario adapté, ça tu t'en fous aussi. Mais moi meilleur premier film, je voulais savoir votre avis meilleur premier film parce que ça va être chaud ça. Adolescente, j'ai mis adolescente. Adolescente, c'est pas un premier film, c'est un meilleur docu. Non. Ah merde. C'est quoi le premier film alors? Il y a deux, il y a Garçon chiffon, mais il a une très peu. Ah non, j'ai mis deux. Mignonne, mais bon, c'est vrai. J'ai mis Mignonne, je sais plus. Tout simplement noir, il a aussi son rôle à jouer parce que. Non, à mon avis, il va être laissé totalement de côté. J'ai mis deux aussi. Je sais pas pourquoi. Alors, meilleur film d'animation, vous le savez, il y a toujours 2-3 films en France. Voilà. Là, c'est Calamity, une enfance de Martha Jane, donc, et Joseph et Petit Vampire. Joseph pour le côté politique, je pense. Ouais, je pense que pour ça l'animation. sera Oui, Joseph c'est bouleversant aussi. Je voulais finir sur deux prix. Est-ce que vous pensez que meilleur documentaire, c'est forcément Adolescente ou pas? Parce que moi j'ai mis ça. Qui se tient sage, normalement oui. C'est lui qui gagne en général dans les dernières récompenses. Moi j'ai vu Histoire d'un regard que j'ai beaucoup aimé. C'est sur un photographe. Mais normalement c'est Adolescente parce qu'il est aussi nommé dans meilleur film.
Oui, donc clairement, c'est vrai que... Il y a aussi Damien qui dit qu'ils sont bien Adieu les cons, raflé pas mal de prix. Ça, c'est et sûr. Justine dit que si Ozon a son premier César pour été 85, je vais pleurer, je crois. Il le mérite, mais pas pour ce film-là. Je crois avec qu'Ozon, elle. il a un César, mais Ozon, il a forcément un du César. scénario. Forcément, pas forcément. Non, mais en général, je pense qu'elle parlait de la réalisation, en fait. Est-ce que vous voulez revenir sur d'autres prix rapidement qui vous semblent un peu, on va dire, non, il a pas de César. Meilleur court-métrage, ouais, non, c'est un peu chaud. Meilleur film étranger, ça peut être intéressant. Voilà. Ça, en vrai, voilà, je voulais revenir dessus. C'est toujours le débat. Meilleur film étranger, vous pensez que ça va être quoi? 1917, La Communion? Pas une femme déjà, puisqu'il n'y a pas de femme dans cette catégorie. Dark Waters, Drunk, Eva en août ou... Drunk. Ouais, Drunk aussi, moi j'hésite avec non, Dark j'ai mis 1917. Moi aussi, Dark j'ai mis Waters, 1917. Ok, 1917 pour vous. Très bien, en tout cas, c'est nos pronostics. On verra si on a raison. Si on a raison, ouais. On verra si. N'hésitez pas à voter. N'hésitez pas à voter, évidemment. Vous aurez sans doute un meilleur score que nous. Évidemment. Tu voulais dire quoi, Léa? Ouais, je voulais juste revenir sur le meilleur espoir féminin. Oui. Je crois qu'on l'a pas dit. Si, on a parlé de Mignonne. Ah, ok. Mais t'as pas dit le nom, peut-être? Non, j'avais mis Mélissa Gers dans La fille au bracelet. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Moi aussi, je pense qu'elle va gagner, évidemment. Effectivement. On a le plaisir actuellement d'avoir chez nous Geoffrey, du coup, Coinon, réalisateur donc montpelliérain de Douce France. Est-ce que tu es avec nous, Geoffrey? Bonsoir, oui, je vous écoute depuis quelques minutes. Ça me fait sourire, voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec nos pronostics, c'est pour ça? Non, ça m'intéresse. J'aime bien l'idée adolescente, ça me parlait pas mal en fait. Ah, mais parce que vous êtes aussi dans le documentaire, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça, ouais. Et puis que le sujet m'intéresse particulièrement. Ouais, bah oui, j'imagine bien. Donc vous êtes scénariste et réalisateur, notamment d'un film documentaire qui devait sortir fin février, 12 France. Peut-être que vous y serez l'année prochaine, à ces Césars. Espérons-le pour vous. Peut-être. En tout cas, j'espère que d'ici là aussi, les salles auront réouvertes et puis aussi surtout que au-delà même d'un prix ou d'une récompense, la plus belle des récompenses, c'est surtout quand les films aussi peuvent avoir un impact et puis marquer les esprits, échanger aussi, voilà, pas mal de choses sur notre manière de vivre. Voilà. Est-ce que déjà vous pouvez un petit peu nous présenter le film 12 France ? Alors, 12 France, c'est un film documentaire, effectivement. C'est l'histoire, en fait, de jeunes de banlieue parisienne, Amina, Samy et Jennifer, notamment, qui vivent dans le 93, et qui, avec leur classe, nous embarquent dans une enquête assez incroyable sur un gigantesque projet de parc de loisirs, Europassi, qui prévoyait d'urbaniser vraiment d'importantes terres agricoles proches de chez eux. Vous en avez certainement entendu parler récemment, puisque c'est d'actualité malheureusement, puisque les terres agricoles sont toujours menacées. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est pas un documentaire plombant qui nous dit ce qu'on doit penser, c'est plutôt vraiment une aventure qui nous emmène dans une rencontre à la fois des habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d'agriculteurs, et même jusqu'à l'Assemblée nationale. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a le 93 et la Seine-Saint-Denis qui arrive jusqu'à l'Assemblée nationale pour poser des questions à leurs députés et se poser des questions et nous poser des questions aussi par là même, puisqu'ils ont 17 ans, ils se posent des questions aussi sur ce qu'ils veulent faire comme travail plus tard, quelles orientations professionnelles et scolaires, et à travers ça, c'est la question de quel lien ils ont à leur territoire, et qui résonne beaucoup dans cette crise qu'on traverse actuellement, qui pose la question de qu'est-ce qu'on fabrique dans notre vie, dans notre travail au quotidien, quelles activités on choisit et quel impact ça a sur nos vies. Et donc voilà, il nous embarque dans un voyage en quête qui est assez drôle, qui propose aussi des solutions et voilà, où on se marre beaucoup en fait. C'est pas un truc rébarbatif qui nous dit ce qu'on doit penser, mais plutôt une ouverture qui... Voilà, c'est une bouffée d'air, on dit souvent, en fait, on entend souvent des personnes qui ont vu les premiers extraits du film, c'est que c'est une bouffée d'air en ce moment sur tout ce qui est en train de se passer, et c'est une aventure qui nous fait du bien et qui nous redonne un peu confiance en l'avenir. Voilà. Et du coup, j'ai vu que maintenant 12 France, ce n'est plus qu'un simple film, c'est aussi un outil que chaque personne peut se réapproprier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette démarche ? Ouais, alors c'est assez marrant parce que souvent, je répète cette anecdote, j'étais dans la banlieue en fait autour de Rennes et en fait il y avait des jeunes qui m'ont dit mais est-ce que c'est un film d'action ?
Et je leur ai répondu, oui, c'est un film qui met en action, en tout cas. Ça, c'est assez rigolo comme anecdote. Et puis, je pense que ça fait donc du coup le lien avec ce qui est en train de se passer dans toutes les régions et qu'on est en train de vivre actuellement. Et peut-être que la crise qu'on est en train de vivre nous donne un peu plus de temps aussi pour préparer cette mobilisation actuellement. Et ce qui est un peu fou, c'est que dans toutes les régions, il y a des lycéens, des enseignants, des chercheurs, des étudiants qui se mobilisent pour pouvoir justement faire du film Douce France un outil de débat. Alors bien sûr, il y a le film d'1h30 qui va sortir au cinéma dans quelques semaines, quelques mois. On va voir selon les annonces officielles. Mais en attendant et dès maintenant, il y a un kit de projection, c'est-à-dire un kit d'animation avec 6 courts extraits du film de 4 à 5 minutes qui posent des questions sur les liens que justement les étudiants ont à leur territoire, tout à chacun avec son territoire. Ça résonne dans toutes les régions et du coup l'idée c'est qu'on fasse du débat un peu partout. Alors on peut l'utiliser en cours, au lycée, à l'université, mais aussi dans des associations de quartier, auprès des collectivités, puisqu'on sait qu'il y a des échéances électorales bientôt aussi. Donc l'idée c'est de faire un maximum de débats un peu partout. Et donc voilà, c'est des petits extraits qui font du bien aussi, qui posent des questions, qui donnent pas des réponses, qui sont là pour aussi sourire un petit peu des réflexions que ces jeunes ont. Et l'idée c'est de se poser des questions aussi à soi-même, dans toute filière confondue. Et c'est pour ça que on commence en fait à organiser, notamment dimanche prochain. Un ciné-débat, du coup, c'est ça ? Oui, exactement. Alors du coup, c'est donc un événement national qui réunit tous les étudiants un petit peu de partout, dans toutes les régions, des étudiants de différentes filières, alors à la fois en urbanisme, en architecture, en agriculture, en Sciences Po, en école de commerce, en économie, enfin voilà, toutes filières confondues. Et l'idée, c'est qu'on puisse tous se mettre autour de la table pour réfléchir ensemble à ce fameux monde d'après dont on parle tant. Et de réfléchir aussi à nos futurs métiers, à repenser un petit peu leur impact. Alors l'idée, c'est pas du tout d'être rébarbatif et de se prendre la tête, au contraire. Pendant cette rencontre, il y aura des personnalités, des intervenants assez chouette, notamment. J'ai vu Eddie Monio qui était à voix haute, Jean Massier, Bénédicte Bonzi. Oui, effectivement. Du coup, oui, Eddie Monio nous fait le plaisir d'être présent. Alors, il est acteur, orateur, et donc il a vraiment beaucoup aimé le projet, et donc il va aussi poser quelques textes sur le sujet, et au fur et à mesure il va faire ça en direct en même temps avec les prises de parole des intervenants et de vous-même, de chaque étudiant qui seront là. Il y aura aussi une personne représentante de la Convention citoyenne pour le climat, donc un étudiant qui a participé à cette aventure. Il y aura le paysan aussi qui est dans le film, Florence Seban, et puis d'autres étudiants qui sont bien mobilisés, mais aussi, et ça c'est assez aussi important de le dire, une personne qui est en train de se mobiliser avec son association, qui s'appelle La Cité des Chances, qui est étudiante aussi en sciences politiques à Nanterre. Donc, il s'agit de Lorraine Lolo qui redonne le goût de l'engagement en fait aux jeunes de banlieue. Et ça, il y a vraiment aussi besoin de refaire sens, de refaire lien entre la transition écologique et puis les banlieues et les quartiers populaires qu'on laisse souvent de côté. Et voilà, donc aussi ce sont des personnes qui sont bien remontées, qui sont remplies d'espoir et de plein de bonnes choses à apporter. Enfin voilà, l'idée c'est de se remettre tous autour de la table au sens propre comme au figuré, et puis d'essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà. Et donc ça c'est dimanche à 19h. Comment on fait pour pouvoir y participer à ce ciné-débat ? Alors on n'y coupe pas, faut passer par les réseaux sociaux et donc par tous les grands réseaux sociaux habituels, donc Facebook, Insta. Vous pouvez donc taper 12 France le film. Et donc retrouver toutes les infos, et puis ce que je disais tout à l'heure, surtout sur le kit de projection et le kit pédagogique, vous pouvez le retrouver sur le site aussi. Ouais, -lefilm.fr. Voilà, bon après vous
Vous verrez aussi, vous pourrez découvrir un petit peu pourquoi on a choisi ce titre-là, qui n'est pas anodin, qui pose aussi tout un tas d'autres questions. Et donc voilà, on a hâte en tout cas de vous retrouver pour cette bouffée d'air. Et puis surtout, oui, une autre chose à vous dire, c'est que parlez-en un maximum autour de vous à tous les étudiants et lycéens et enseignants et chercheurs que vous connaissez. L'idée, c'est que on sorte des milieux convaincus. C'est vraiment le leitmotiv du film et de toute la démarche qu'il y a autour et de ce que les jeunes, ces lycéens ont fait dans le film. C'est assez incroyable. Donc, n'hésitez pas à en parler à des gens qui s'en foutent un petit peu de tout ça. Allez voir vos voisins, voilà, pour les inviter. C'est gratuit aussi, donc mais c'est sur inscription, donc inscrivez-vous rapidement et n'hésitez pas à en parler à toutes les personnes qui s'en fichent un petit peu de tout ce qui est en train de se passer et qui justement qui ont besoin de venir grignoter un bout avec nous. J'espère que votre appel sera entendu. Juste concernant le film, est-ce qu'il y a déjà une nouvelle date de sortie prévue ou vous attendez vraiment les nouvelles directives du gouvernement ? Alors ça, c'est le roulement de tambour. On ne sait pas encore, on n'a pas une date précise. Mais comme je vous le dis, c'est pas très grave parce qu'en fait, tout ce qui est en train de se passer, la dynamique un petit peu partout, ça nous donne un peu plus de temps et ça fait que les gens se réunissent et le film est une occasion pour tout ça. C'est que en fait on sent dans toutes les réunions qu'on fait un peu par visio, puisqu'on n'y coupe pas non plus, un peu partout, que le film il accompagne aussi, il donne un peu du baume au cœur en ce moment. C'est-à-dire qu'on en a besoin, on regarde tous vers le sol et là ça fait du bien, on a un peu de soleil dans notre quotidien, quoi. Et ça c'est. Et il est distribué par jour de fête, du coup, est-ce que c'est possible qu'il ne sorte pas sur la nouvelle plateforme VOD de jour de fête ? Alors ça, justement, on n'est pas du tout dans cette approche-là. On pense que le film, ça se passe dans les salles. Et ça, je pense que aussi, puisque vous êtes une émission qui est sur le cinéma, il faut aussi le répéter. Ah ouais, on en a marre de voir des trucs sur Netflix. Hein. Voilà, mais c'est ça. Justement... faut remettre un petit peu la vie, c'est en vrai, c'est en fait se rencontrer, c'est dans une salle. Pour moi, le cinéma, c'est une fête, c'est dans un endroit où on se retrouve. On sait très bien que aujourd'hui, il y a tout un tas d'endroits qui sont ouverts, donc comme les supermarchés, comme des endroits qui sont un peu moins essentiels. Et en fait, on ferme ces endroits-là qui sont essentiels pour nous, qui recréent du lien entre les gens, alors qu'on pourrait très bien respecter les gestes barrières dans ces endroits. Et donc on se coupe de ce qui est le plus beau dans nos vies, c'est la fête, c'est la rencontre, et je pense que ça pourrait être, donc pour vous répondre, en fait, on s'y tient sur le fait que le film va sortir en salle. Bon, on l'espère bien. Voilà, et puis surtout on maintient le fait qu'on peut préparer tout ça en fait en ligne, et puis dans les différentes universités, lycées, etc. Et puis être prêt quand les salles vont rouvrir sur les starting blocks pour vraiment se retrouver les uns et les autres dans nos régions respectives. Bon, déjà, alors, prochain rendez-vous donc dimanche à 19h pour un ciné-débat autour de Douce France et puis avec plein d'intervenants. Merci Geoffrey Couanon, d'avoir répondu à nos questions. Vous reviendrez sur le plateau nous parler du projet du film quand il sera sorti, si vous voulez, puisque vous n'êtes pas très loin. Oui, avec grand plaisir et puis au passage, je vous remercie pour tout ce que vous faites et c'est bravo, et on a besoin aussi de radio. J'en ai fait il y a un bon moment à France Inter à l'époque, et donc c'est très précieux ce que vous faites. Vous aussi, vous faites partie des personnes qui maintiennent du lien dans nos vies, donc merci. Merci beaucoup, ça nous touche vos mots. Merci. Allez, à la prochaine. À la prochaine, bonne soirée à vous. Merci à vous, bonne soirée. On passe tout de suite à notre quiz du soir. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sûr que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, hi, Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Bonsoir. Il est 20h15, l'heure du quiz. Absolument. Et ce soir,
nous avons deux équipes qui se font face. D'un côté, l'équipe de Raphaël, accompagnée de son acolyte Benoît, et de l'autre, l'équipe de Léa, accompagnée de son acolyte Simon. On a Donc interdit de gagner, Léa. Raphaël et Léa, vous êtes les chefs d'équipe ce soir. Bon Léa, je t'expliquerai au fur et à mesure les questions qui vont arriver, ne t'en fais pas. Ça marche. La première question est une question simple, il s'agit de deviner le titre du quiz, sachant que toutes les semaines, nous faisons un jeu de mots entre un des titres des films de la semaine et le mot quiz. Admettons, la semaine dernière, je ne sais déjà plus ce qu'il y avait comme film et ce qui a été le titre, mais... Je me rappelle plus non plus. Mais moi, par exemple, là, tu vois, il y a Small Axe, par exemple, je dirais bien Small Quiz. Voilà, par exemple. Tu vois, alors, et on y remplace un mot par le mot quiz. D'accord, ok. C'est juste ça. Ok, ça marche. Je sais pas ce que t'en penses. Ah bah Small oui. Quiz, sinon il y a quoi d'autre comme film? Je me rappelle plus déjà. Moxie et un quiz à New York. Un quiz à New York, ça peut être sympa. Un quiz à New York, c'est pas mal aussi. Un quiz à New je York tiens à 2. vous rappeler, si vous me dites ça, que c'est Un prince à New York 2, le film Oui, qui oui. est à l'affiche. Voilà. On va faire Bah, de je sais pas, bêtises. qu'est-ce que t'en penses, Léa? Small Quiz ou un quiz à New York 2? Quoique Mock Quiz, ça peut être pas mal, ouais. Un quiz à New York 2. Toi, tu préfères ça? Bon bah, Ouais. Très bien, on part je sur ça. valide. Mock Quiz. Ouais. Mox Quiz. Mock Quiz, ouais. Oui, Mock Quiz. Eh bien, le premier point va à l'équipe de Léa, puisque c'était bien un quiz allez. à New York 2. Bien joué, Léa. Je pense qu'il y a des gens qui vont aider. On passe à la première vraie question de ce quiz. C'est une musique de film. Tu vas entendre une musique, il va falloir me dire dans quel film elle se trouve. Tous à vos casques. Dans quel film on entend cette musique? Black Panther. Oui, Black Panther, absolument. Pourquoi Black Panther? Puisque on retrouve au casting Laetitia Wright qui joue aussi dans Mangrove, ce qui fait 2 points pour l'équipe de Léa. Faut vous réveiller, hein, Benoît et Raphaël. Ouais. Non. Ouais, on s'en fout. On passe. C'est quoi déjà comme musique ça? C'est All the Stars de Kendrick Lamar. et Exact. SZA. Absolument. On passe aux questions en or ou en bois. Je vais énoncer des faits. Vous allez devoir me dire s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. En or ou en bois. Première info. Olivier Marshall prépare la suite de Bronx, mais en série cette fois. Est-ce que c'est t'en vrai? as entendu parler ou pas? Est-ce que c'est faux? Moi j'ai la réponse. Moi aussi. En or. Bah on peut le dire. En or. En or. Effectivement, c'est vrai. Une série Netflix en 6 épisodes de 52 minutes pour 6 fois plus de plaisir et en écriture en ce moment même, avec une sortie envisagée pour 2022. La rumeur voudrait que tout soit tourné en nuit américaine. C'est totalement faux. En tout cas, on n'a pas hâte du tout. Ce qui fait 1 point pour l'équipe de Raphaël, 3 points pour l'équipe de Léa. l'émission sur Bronx, vous comprendrez pourquoi. Deuxième info, Pépé le putois a été coupé au montage de Space Jam 2 car sa séquence était trop raciste dans ses propos. T'en as entendu parler? Moi j'en ai Non. entendu parler. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors vous dites quoi vous? C'est faux. Ouais, c'est faux. C'est pour autre Effectivement, chose. c'est faux. Ah, effectivement, c'est pour autre chose. Pourquoi il a été coupé? Parce qu'il représente depuis des décennies le sexisme chez les Toons. Donc ils ont décidé de supprimer son personnage. Ceci dit, sa scène consistait à prendre une gifle par une femme que lui-même avait harcelée, justement pour dénoncer ce comportement. Et l'actrice qui jouait la femme harcelée, qui est Grace Santo, est très déçue que cette scène ait été coupée parce qu'elle pensait que c'était une bonne manière de dénoncer auprès des enfants qui regardent En le film. plus, elle avait ce été comportement. victime d'agression. Et aussi, elle a été victime d'harcèlement sexuel, voilà. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Faut tous les deux. Bon, Ouais. ça fait 2 points pour Et l'équipe ouais. de Raph et 4 pour l'équipe de Léa. Troisième info. Des discussions sont en cours afin d'adapter au cinéma le 8e opus de la saga Harry Potter, L'Enfant Maudit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En or. Bah alors, les gars? En Ouais, or. je sais pas si c'est au cinéma, tu vois, s'il faut, s'il est sur HBO Max, tu vois. Je dirais faux. Faux, ouais. Je sais pas. Eh bien, c'est totalement vrai. Effectivement, Ah, Léa. C'est vrai, j'en avais un. Pièce de théâtre jouée à Londres depuis maintenant 5 ans. Il n'avait jamais été question de la transposer au cinéma jusqu'à aujourd'hui. Le projet ne semble pas simple puisqu'il faudrait faire revenir tout le casting, mais il me semble qu'il y a 2-3 acteurs qui sont déjà chauds. Mais la Warner est confiante et ce projet s'ajoute effectivement à celui d'une série sur la saga Harry Potter qui est développée sur HBO Max. 5 points pour l'équipe de Léa. Dernière info, Eddie Murphy a avoué que la Paramount l'avait forcé à engager un comédien blanc pour le premier opus d'Un prince à New York. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? T'as la réponse ou pas? Moi j'ai la réponse. Celle-là, non. Je dirais faux. Vous avez la réponse? Oui. Bon bah en or. C'est vrai. Non, c'est vrai. En or. Ok. Non. Oui, Mais dis pas de conneries, Léa. Ok, c'est bon, vrai, en c'est or, vrai, alors. effectivement. Et du coup, ce comédien, c'est Louis Anderson qui joue l'employé du McDowell's qui prépare les salades. Donc Eddie Murphy expliquait qu'on voilà. Qui prépare les Big Mic et non les Qui Big prépare Mac. les Big Mic, effectivement. C'est très C'est bizarre différent. parce qu'il était dans le premier aussi, tu vois. Mais Ouais, ma mais question, c'est c'était parce pour qu'il en a Un prince à parlé New York. Hein. Ouais. Oui, ok, ah d'accord, j'ai cru que Ouais, c'était le c'était pour le premier opus, c'est dans le premier opus qu'on Ah, l'a forcé ok. et du coup il l'a gardé pour le deuxième parce que la Paramount ne voulait pas un casting entièrement noir.
Voilà. Bon, est-ce qu'on est étonné? Pas du tout. Après, il précise, Eddie Murphy, qu'il adore cet acteur. Hein, c'est pour ça que du coup, il l'a choisi quand on lui a demandé de prendre un comédien assez. Il faisait du stand-up, il était assez connu dans les années 80 aux États-Unis, c'est pour ça. Tout à fait. 3 points pour l'équipe de Raph, 6 points pour l'équipe de Léa. On arrive au qui a dit. Je vais énoncer une citation de quelqu'un, il va falloir me dire qui a déclaré cette citation. C'est la rapidité. C'est à la rapidité, le premier qui se trouve. Ces films évoquent vraiment ce qui s'est passé dans ce pays. Ah non. Les frères Russo. Non mais attends, là c'est film. Non mais je suis désolé. C'est film évoque. Est-ce que tu sais de quoi il parlait du coup? Il parle de Donald Trump. Oui, en fait ils disent que en fait ils expliquent que Avengers c'est un film très politique parce que les super-héros représentent le combat contre Donald Trump qui est représenté par Thanos. Voilà. Ah mais comme ça on gagne un petit peu de temps parce qu'on est en retard, tu vois, c'est pour ça. Ah bah là tu m'as fait gagner du temps de ouf. Enfin clairement, on passait à 7 ans. On arrive à la Sherlock Holmes. Ce soir je vais faire une Sherlock Holmes tout simplement. C'est une question qui vaut 3 points. Si tu trouves la bonne réponse, tu gagnes 3 points. Ce qui peut te faire prendre de l'avance, effectivement. Et je vais du coup énoncer un crime, entre guillemets, ça peut être un gros crime comme un petit crime. Et vous devez deviner à la rapidité qui est l'auteur ou l'autrice de ce crime. Ok. Je commence. J'ai révélé lors d'une interview qu'un membre de la famille de mon mari avait eu des propos racistes à l'égard de mon futur enfant car il avait peur qu'il soit trop noir. Meghan Markle. Ouais. Meghan Markle, absolument. Et la fameuse interview chez Oprah Winfrey avec le prince Harry. Heureusement qu'elle est actrice parce qu'on la met partout. Elle a pas révélé qui avait tenu ses propos, mais elles ont parlé de beaucoup de choses, notamment ses pensées suicidaires, l'héritage de Lady Di. avait de grandes oreilles. En vrai, il fallait plutôt dire la personne qui a fait le crime. Donc, oui, mais je voulais que ce soit qu'il ait du cinéma quand même, tu vois. C'est une question sur une polémique. Voilà. Mais en tout cas, l'équipe de Raph, vous rattrapez presque l'équipe de Léa. Vous arrivez à 6. Je lui ai dit Meghan. T'as pas dit Markle, c'était quand même le principal dans l'histoire. Bon, ça aurait pu être Meghan Trainor. On arrive à un quiz spécial que je vous ai concocté, spécial sur New York au cinéma. Ça va pas être trop été filmé, donc ça va. Non, ça va. J'espère qu'il y a Manhattan de Woody Allen. On arrive, spoiler alert, non. Non, je me doutais. On arrive avec le, on commence avec le qui c'est cela. Si je vous dis... Attends, dis-lui... Ah oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Qui c'est cela? Je donne des noms de personnages et vous devez trouver le film dans lequel sont ces personnages. Robert Neville et Samantha. Oh, c'est quoi ça? Ah, Sex and the City, non? Ça peut être ça. Robert c'est pas ça, non. Et Samantha. C'était dans le thème, mais c'était pas ça. Est-ce qu'on veut bien un indice? Oui. Oui, premier indice, survie. Je suis une légende. Oui, absolument. Je suis une légende de Francis Lawrence. En gros, Robert Neville, c'est Will Smith et Samantha, c'est son chien, tout simplement. Ok. Vous passez à 8. Voilà, ils sont là, ils sont tout beaux. Une réplique, un film. Vous allez entendre une réplique audio et vous trouvez le film, tout simplement. Dans quel film on entend cette réplique? Ouf, ça vous a séché, hein. Je me rappelle le film. Enfin, je me rappelle pas du tout. Je rappelle le thème, c'est New York. C'est un film d'une réalisatrice assez connue. Ouais. Réalisatrice américaine, j'imagine, du coup. Oui. Catherine Bigelow. Non. Peut-être qu'elle est britannique, je ne sais pas en fait. Elle est anglophone. Je ne vois pas qui c'est du tout. L'acteur que vous entendez, alors il y a 2 acteurs dans cette scène. Il y a un petit garçon et un très grand garçon. Ah, Big. Oui, yes. Big de Penny Marshall. Moi, j'ai pas vu. C'est Tom Hanks que vous entendez en fait dans cette réplique. Vous passez à 7, l'équipe de Raph. On arrive au résumé raté. Alors là, je vais faire le résumé d'un film, mais un très 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 mauvais résumé. Ok. Et vous allez devoir trouver le film que je résume finalement. Pas forcément un très mauvais film, mais un très mauvais résumé en tout cas. Oh. Imaginez qu'un jeune sorcier à lunettes rencontre une réalisatrice de talent. Fantastique. Non, rencontre une réalisatrice de talent et qu'il se rende compte qu'il porte le même nom de famille. Bah, ça résume pas du tout le film, mais ça fait tout de même un sacré bon jeu de mots. Sinon, le film parle d'un homme et d'une femme, de leur rencontre, de leur chasse et croisée, se cherchant mais se trouvant difficilement. Quand Harry rencontre Ali. Quand Harry rencontre Sally. Quand Harry rencontre Sally. Là, ça m'a perturbé. Ça. When Harry met Sally, ouais. Absolument. Quand Harry rencontre Sally. Simon, tu l'as quand même dit avant Benoît, il me semble. Du coup, là, on est plus à New York, là. Hein. On est d'accord. Bon. Hein. Si. On est toujours à New York. On est toujours à New York. On nous avait enlevé un fail quand même la dernière fois. On m'avait oui, mais c'est rattrapé avant toi. À Chicago. Donc Harry Potter et Sally Potter, c'est d'eux que je parlais, si vous n'avez pas compris. Voilà.
On arrive à Merci le Québec. Là, je vais énoncer des titres québécois et vous devez retrouver le titre original du film. Si je vous dis Marche ou crève, vengeance définitive. Die Hard, une journée en enfer. Oui, absolument. Une journée en enfer, le 3e opus de la trilogie Die Hard. Ouais. Passé à 10, l'équipe de Léa. Deuxième film, si je vous dis La magie du destin. Ok. Plus complexe celle-là. La magie du destin. Destiny. Magic Destiny Child. C'est un film d'une réalisatrice, encore une fois. Et le premier indice que je vais vous donner, c'est Sommeil. Sommeil. Ou pas Sommeil, du coup, parce que pour le coup, c'est pas Sommeil du tout. Ah ouais. Là, je sèche un peu. Un couple mythique. Encore avec un acteur dont on a déjà parlé il y a quelques minutes. Tom Hanks. Ouais, par exemple. Nuit Blanche à Seattle. Nuit Blanche à Seattle, absolument. Mais c'est à Seattle, du coup. Oui, mais il y a beaucoup de scènes à New York, en fait. Ouais, parce qu'en fait, je pense que c'est l'un est à New York et l'autre à Seattle. Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais, je suis fort. Ouais. Pourtant, j'ai pas le C'était le petit brain de la soirée. Vous passez à 11, l'équipe de Léa. On arrive au film qui baise ensemble. Merci, Adrien Méniel. Alors là, c'est le résumé de 2 films conjoints. Imbriqués. Et du coup, le titre que vous devez donner un titre avec 2 titres conjoints. Par exemple, Thor Ragnarok Rock'n'Roll, ça donne Thor Ragnarok Rock'n'Roll. Si j'avais fait le résumé de ces 2 films en même temps. Ok. Ça c'est chaud. Là, c'est chaud. Ça, c'est Mais chaud. ça va aller. Je commence. Larry est un patron de boîte de nuit branché tenu par des Russes, fréquenté par des personnes pas très respectables. Larry aime les vieilles choses. D'ailleurs, sa discothèque ressemble plus à un musée. Un musée où l'on aurait l'impression que tout a repris vie. Jusqu'au jour où toutes les vieilles choses Là, reprennent vraiment vie. C'est bon. Il se doit de cacher tout ça aux trafiquants de drogue qui hantent sa boîte de nuit et à sa famille, t'as le deuxième des film. éminents policiers new-yorkais. Parviendra-t-il à accéder aux La hautes nuit nous sphères appartient au musée. Oui, ça marche. J'avais mis La nuit au musée nous appartient, mais ça marche aussi, Ouais. effectivement. Putain, j'avais. Ouais, bah oui. Non. Un mix entre La nuit au musée et La nuit nous appartient, vous passez à 12. Je me suis dit musée. Il y a un film avec musée dans parler. On arrive au pas tourné. Alors là, c'est une question à plusieurs propositions. Chacun me donne sa proposition, l'idée qui se fait de la question finalement. La question c'est, parmi cette liste d'acteurs et d'actrices, tous et toutes ont joué leur premier rôle au cinéma dans un film qui se déroule à New York. Sauf un ou une. Qui donc? Robert De Niro, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Ali Berry ou Nathalie Portman. Ah bah on les voit à l'écran, c'est encore plus simple. C'est quoi la question Alors en déjà gros, tous ces acteurs sauf un ou une, leur premier film se passe à New York. Ok. Ok, bah j'en ai un. Enfin, une. De Niro, Johansson, Ruffalo. Après c'est qui? Ali Berry et Nathalie c'est Ali, Portman. ouais. Et Nathalie Portman. Donc on a trouvé celui... Son premier film ne se passe pas à New York. Ah d'accord, je sais pas. Oh là là. T'as une idée Léa? Moi j'ai une idée. Tu dirais Ali Berry toi? Peut-être Ali Berry. Ah ouais? Ah je sais pas. Ah, peut-être qu'elle est côte ouest elle. Peut-être Ali Berry, ouais. Bon bah comme on n'a pas trop le temps, on va scinder maintenant. Moi j'ai Scarlett Johansson plutôt et toi? Moi je dirais la 4e. Par contre, faut Ouais, vraiment mais- vous mettre d'accord sur la Bon, même on va personne. se mettre On dit d'accord. Ali Berry nous. Ali Ah, Bon, on allez, dit allez, Ali Scarlett, Berry. du coup pour dire 2. Ok. Scarlett et Ali. Ouais. Ok, alors déjà Robert De Niro, il a joué son premier film dans 3 chambres à Manhattan de Marcel Carné. Bon, autant vous dire que ça se passe à New York, hein, Bon, Manhattan, c'est- tout ça. De Niro. Nathalie Portman, bon bah c'est Léon de Luc Besson, Exact. évidemment, Oui. ça se passe à New York. Hein. Scarlett Johansson, c'est bon, dans bah, l'Irrésistible North de Rob Reiner, ça se passe à New York. Personne n'a point. Désolée. Et Ali Berry, elle joue dans Jungle Fever de Spike Lee, c'est son premier film, ça se passe à Ah, New York aussi. putain. Je suis désolée, par contre, Mark Ruffalo, son premier film c'est Song for You de Ken Martin et ça se passe à Los Angeles. Ah bah là. 0 point pour personne. On arrive au casting 5 étoiles. J'énonce des noms d'acteurs et d'actrices. Vous me retrouvez le film dans lequel ils se trouvent tous. Ok. Je commence. Callan McAuliffe, Vince Colosimo, Richard Carter, Adelaide Clements, Amitabh Bachchan, Isla Fisher, Elizabeth Debicki, Joel Edgerton, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Ah, Leonardo c'est- non. DiCaprio. Gatsby le magnifique. Gatsby, oui, Gatsby. Gatsby le magnifique, absolument. Qui se passe évidemment Simon, la à New York. masterclass, Vous passez à 13. Ah non. Dernière Voilà. musique Je de l'avais en film. plus. Dans quel film entend-on cette musique? Inside Davis. Oui, absolument. Inside. Non, tu l'as bien dit en fait. Hein. Tu l'as bien dit, des frères Cohen. Bon, évidemment, qui se passe à New York aussi. Putain, on n'a toujours pas gagné avec Vous ça, hein. arrivez à 14. L'équipe de Léa au duel time, l'équipe de Raph, vous avez 7. Bon, la moitié. C'est les chefs d'équipe qui vont jouer ces duel time. Tu n'auras pas le droit d'avoir l'aide de Simon. Raphaël n'aura pas l'aide de Benoît. Tu es en tête, tu vas pouvoir choisir un thème qui En te sachant mènera que à une question. Tu gagnes 5 points si t'as la bonne réponse, t'en perds 5 Si t'as la mauvaise réponse. Donc c'est ça qui est bâtard. Ok, et on peut ne pas se prononcer juste. Ouais. Non, donne la réponse. Tu perds 5 Ça marche. Tu as le choix entre le thème Lady ou le thème Quartier. Justement, plus quoi. C'est quoi le premier? Lady. 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 Ok. L'affiche officielle de tous ces films arbore une représentation de la Statue de la Liberté, sauf un. Lequel?
Le gendarme à New York, New York 1997, Fievel et le Nouveau Monde, Maman, j'ai encore raté l'avion. Parmi ces 4 films, leur affiche officielle donc d'exploitation quand ils sont sortis arborait la Statue de la Liberté, sauf un. Lequel ? Je crois que Je te les redis, le gendarme à New York 97, Fievel et le Nouveau Monde, Maman, j'ai encore raté l'avion. Bah, je crois que dans Maman, j'ai encore raté l'avion, il n'y a que le petit garçon avec l'avion derrière. C'est ta réponse du coup. J'ai le droit de rien te dire. Ouais, il peut pas t'aider. Je suis désolée, mais je pense que c'est ça. Je pense que... Je note. Moi, j'aurais dit ça aussi. Moi aussi, j'aurais dit ça. Ouais. C'est les... Moi, c'est les Twin Tower, je crois. Un ton jumelle, je crois. Raphaël, dans les Twin tu as Towers. le thème quartier. Question. Ouais. Lequel ou lesquels de ces personnages vivent dans le Queens à l'instar du prince Hakim dans Un prince à New York ? Oui. Peter Parker a.k.a. Spider-Man, l'équipe de SOS Fantôme, les Men in Black ou Kimmy Schmidt ? Qui vit dans le Queens, hein, c'est la question. Aucune idée. Men in Black. Je crois que c'est Peter note. Parker. Ouais. Alors, Léa, tu vas avoir la réponse en images, puisque j'ai les affiches des films. Déjà, le gendarme à New York. Margot, est-ce qu'on peut avoir l'affiche, s'il te plaît ? Voilà, il y a la Statue de la Liberté, en plein, en gros, avec Louis de Funès dessus. Fievel et le Nouveau Monde, s'il te plaît. Il y a la Statue de la Liberté en fond. Pour l'instant, t'es pas mal parti. Tu peux me mettre l'affiche de Maman, j'ai encore raté l'avion ? Yes. Il y a la Statue de la Liberté juste sur le journal, là. Oh putain. Oh mais non. c'est quoi ce twist? Je suis désolée, Léa. Est-ce que tu peux mettre, Margot, l'affiche de New York 97 ? Il n'y a pas de Statue de la Liberté. Pour moi, il y a la Statue de la Liberté, tu vois, sur celle-là. Je suis désolée, je crois que c'est sur le Blu-ray. Oui, sur la restauration, il y a la Statue de la Liberté, absolument. C'est un... Je suis désolée, Léa, tu perds 5 points, mais c'était pas loin, c'était pas loin. De toute façon, il s'est trompé, je pense. À 9. Il y avait que le petit comme ça. Raphaël, Ouais. déjà, l'équipe, les Ghostbusters, ils vivent à Soho, donc à Manhattan. Ouais. Kimmy Schmidt, elle vit à Brooklyn, évidemment. Ouais. Et Men in Black, ils vivent entre le Manhattan et New Jersey. Pas du tout dans le Bah oui. Queens, par contre, Peter Parker. Bah oui, Évidemment. c'est le gentil quartier, je suis voisin. dégoûtée. Voilà, celui-là. vous tombez à 2. Victoire de l'équipe de Léa et Simone, bravo. Victoire. Voilà. Bien joué. On méritait de toute façon. Exact. Si l'émission vous a plu, suivez donc nous sur la page Facebook. Vous pouvez aussi remplir donc les pronostics des Césars. On est tous les mercredis à 19h sur Radio Campus Montpellier. Merci à nos chroniqueuses et chroniqueurs du soir, Marie, Simon, Benoît et Léa. Une émission réalisée par Arnaud Claire et Margot. Je remercie Geoffroy Guanonda, que l'on a reçu pour J'ai parler rien de son compris. film Douce France. La semaine prochaine, vous l'aurez compris, on reviendra ensemble sur la cérémonie des Césars, ainsi que 2 films bien bourrins. Boss Level et donc de Joe Carnahan et Cherry des frères Russo. Cherry, je pense pas en vrai. Hein. Non, mais bon, je pense que les frères Russo sont toujours un peu bourrins. On se quitte en musique avec le dernier Benny Sings, Here It Comes. À la semaine prochaine. Rooftop, parking lot, 86 and whatnot. You can see all the way to the final bus stop where we met in July. I was broke, you were hot, and this blue sky reminds me of things we forgot to say. Here it comes, look at the sun, it's all we need for now. Number one, here it comes, look at the sun, it's all we need for now. Number one, my head still hurts that we fell off that church. You remember I told you that you were my first. When we move up the hill, I promise I will start the life that we dreamt of. I know it, I feel it now. Here it comes, look at the sun, it's all we need for now. Number one, here it comes, look at the sun, it's all we need for now. Number one.
time's coming round, so why do we talk and talk? Let it all be common sense. All you need until the nightfall, and you know it, irrational being.